Bonsoir à toutes et à tous. Deux petits tours ce soir dans Impression. Tout d'abord, la Rome antique, en deux mots, la ville éternelle, au début de notre ère, l'ère chrétienne. Et ensuite, retour au jour d'aujourd'hui, à Saint-Gilles, riante petite commune de l'agglomération, où 6 mois après le parcours d'artiste, nous évoquerons le troisième carrefour des arts. Pour commencer, eh bien, si les noms de Messaline, Caligula, Néron et Agrippine évoquent pour vous la Rome décadente, sachez que vous vous enduisez avec de l'erreur, chose que j'ai faite avant vous avec le même enthousiasme. Et oui, en 41 de notre ère, Rome est florissante, c'est déjà la plus belle ville du monde, la ville de tous les plaisirs, et les conquêtes succèdent aux conquêtes aux quatre coins d'un empire où régnera bientôt et pour 4 siècles la fameuse Pax Romana. Pourquoi donc cette confusion ? Eh bien, et ce malgré, dirais-je, quelques années passées à décliner le latin, une langue morte que l'on mit longtemps à enterrer, eh bien, le responsable s'appelle le cinéma, ou plutôt une certaine industrie cinématographique qui eut au fait de s'emparer de ces personnages en gonflant les excès parfois sanguinaires. Il était grand temps donc de rétablir une certaine vérité, chose qu'ont faite deux historiens, Violaine Vanoyek et Guy Rachet, dans un ouvrage que l'on peut qualifier de roman historique, son titre Messaline. Alors pour vous en parler ce soir, j'ai fait comme dans la chanson, j'ai pas choisi, mais j'ai pris la plus belle. Interrogatio prima, où l'on se demande si l'image de Messaline, bien malmenée il est vrai par un cinéma racoleur, n'avait pas besoin de réhabilitation. Le film qui avait été fait n'était pas fait sur Messaline, mais était fait sur Claude, normalement. Et évidemment, on mettait Messaline en action. Et il est vrai que le film avait une visée purement commerciale, alors qu'on n'a pas visé essentiellement cela dans le livre. Ce qui nous a intéressé, c'était surtout de parler du côté historique. Non pas de réhabiliter Messaline, parce que Messaline est une femme perverse. Bon, on n'est pas revenu là-dessus, mais de voir dans quel décor elle avait évolué et comment elle avait pu influencer l'histoire d'une quelconque façon. On a quand même voulu montrer le côté à la fois perverse du personnage, tant sur le plan physique que sur le plan mental, parce qu'en fait c'est une femme aussi qui manipulait beaucoup, qui complotait, comme on le faisait beaucoup à l'époque, et on voulait vraiment montrer jusqu'à quel point elle pouvait être perverse, tant dans son esprit, tant dans son cœur, que dans son physique en fait. Interrogatio secunda, où s'interrogeant sur la rigueur de la démarche, l'on est en droit de demander des sources. On avait très peu de choses. Alors on a été aux sources directes, c'est-à-dire les sources antiques, les historiens anciens, les poètes anciens et les philosophes. Et on avait vraiment très peu d'éléments, sauf Tacite, qui est donc l'historien ancien le plus crédible, et qui nous retrace tout ce qui s'est passé dans les années 46, 47, 48, donc qui représente la mort et l'assassinat de Messaline. Et à partir de ces éléments, on a essayé de faire une reconstitution chronologique de la vie de Messaline, ce qui n'était pas évident, parce que ce que vous avez généralement chez les auteurs anciens, vous avez tel ou tel événement, effectivement on sait qu'il s'est passé tel ou tel événement, mais on ne sait pas à quelle époque ou à quelle date. Donc il faut reconstituer les choses par tâtonnement. Et à partir de là, on a réussi à faire donc la chronologie de la vie de Messaline, et ça nous a demandé à peu près 1 an. Interrogatio tertia, où il est dit que de par sa fonction, Messaline devait aimer le pouvoir. Absolument, oui, c'est-à-dire qu'en fait c'est une femme qui a soif de pouvoir et qui, quand elle est impératrice, utilise ce pouvoir à mauvais escient, c'est-à-dire qui élimine les hommes qui se refusent à elle et surtout des membres importants du gouvernement qui avaient une influence sur le gouvernement à l'époque, que ce soit des sénateurs ou que ce soit des chevaliers. Et petit à petit, et après elle élimine également les ministres qui sont d'anciens esclaves devenus affranchis puis ministres. Et je crois qu'effectivement elle commet des erreurs. Elle commet des erreurs parce qu'elle commence à tuer l'un de ses affranchis, l'un de ses ministres, et les autres prennent peur et finalement préfèrent comploter contre elle pour l'éliminer, avant d'être tués eux-mêmes. Interrogatio quarta, où l'on se plaît à souligner que dans le corps d'une impératrice bat un cœur de femme amoureuse. C'est une femme qui est amoureuse et qui tombe justement à la fin de sa vie éperdument amoureuse de quelqu'un qui s'appelle Caius Silius et qu'elle cherche à tout prix à mettre sur le trône au détriment de Claude. Et finalement, elle cherche à usurper le pouvoir et c'est à ce moment-là, si vous voulez, que les ministres qui entouraient Claude lui disent à Claude, mais attention, cette femme est dangereuse et il faut l'éliminer. Et c'est pour ça que ce personnage est attachant, c'est parce que finalement, elle tombe quand même amoureuse à un moment donné. C'est une grande sentimentale.
sentimentale. On s'aperçoit à ce moment-là que c'est une grande sentimentale. Elle a 24 ans, puisqu'à la fin de sa vie, elle avait 24 ans. Et tout le monde complote contre elle et arrive finalement à l'éliminer. Et je crois que la malheureuse ne s'est rendue compte de rien. Si vous voulez, ce n'est pas une femme finalement intelligente, ou très peu intelligente, ou en tout cas qui faisait passer la chair bien avant son intelligence et qui en est victime. Interrogatio ultima, où toute l'équipe tente de replacer Messaline dans un cadre contemporain. Je crois que ça existe, mais disons d'une manière un petit peu plus voilée. Je dis ça existe, ça dépend comment vous l'entendez. C'est-à-dire que si on considère la Messaline qui a influencé Claude dans les coulisses du pouvoir en tant que femme de l'empereur, je pense que ça existe toujours. Parce que je suis absolument persuadée que toutes les femmes de ministres ou les femmes de présidents influencent toujours autant leur mari. Quant à dire qu'elles sont prêtes à intriguer de cette manière-là, ou bien, disons, à tuer leur amant, je ne crois pas. Mais ça existe certainement. Voilà, pour en terminer avec cette Messaline, j'ai relevé cette phrase dans l'interview qui vient de défiler devant vous. Donc, l'erreur de Messaline a été de faire passer la chair avant l'esprit. Je vous demande de méditer là-dessus, bon, avec la mauvaise foi qui est la mienne, bien évidemment, et de le rapprocher d'une des réflexions qu'on entend quelquefois sur cette antenne dans la bouche d'une de nos animatrices vedettes qui n'hésite pas, avant le week-end, de vous conseiller de faire plein de bêtises. Voilà, j'espère que ça vous portera conseil. Patrick de Bouvry à nous deux.